Aujourd'hui, on va parler de deux trucs que je n'aime pas particulièrement, le dev et l'IA. Le dev, j'en ai bouffé. Du Python, du Bash, du PHP, SQL, Rust, Golang, du C et même le cauchemardesque Java. Résultat, j'ai jamais accroché. L'IA, c'est puissant. Je l'utilise, je m'abuse avec, mais ce qui me gêne, c'est que ça n'a rien d'intelligent. Ce n'est qu'un algorithme de calcul de probabilité des mots attendus. Dans le coup, ça donne quoi quand on fusionne ces deux sujets qui m'en touchent une sans faire bouger l'autre? Bah, c'est ce qu'on va découvrir ici. Alors, vous l'aurez compris, on va parler de développement via l'IA. C'est ce qu'on appelle le vibe coding. Je vais commencer par vous montrer l'expérience que j'ai menée ces derniers temps. L'idée, c'est vraiment de vous expliquer ce que j'ai fait et à la fin, je conclurai sur le vibe coding. Ça fait quelque temps que j'ai une idée d'application Android que j'ai envie de faire, mais que j'ai jamais eu le courage, j'ai toujours eu la flemme de me remettre au dev Android. À l'époque où j'en avais fait, j'utilisais Java, mais aujourd'hui on utilise plutôt Kotlin. Du coup, ça me faisait apprendre un nouveau langage. Enfin, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'installer Android Studio et d'utiliser l'IA intégrée, c'est-à-dire Gemini, pour développer mon idée. Plutôt demander à l'IA de développer mon idée. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'application que je vais développer. Je vais faire un peu plus tard une vidéo qui présentera l'application, mais juste dans les grandes lignes pour vous donner une idée, c'est d'avoir une application qui contient des recettes de cocktails. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'application, n'hésitez pas à vous abonner et ou visiter le site web de l'application dont vous pourrez retrouver le lien en description. Le but de la vidéo, c'est de voir le processus de création de cette application et de conclure sur le vibe coding. Avant de faire l'application, la première chose à faire, c'est de préparer l'environnement. Alors du coup, c'est parti. J'installe Android Studio. Comme je suis sous PopOS, j'ai un peu galéré à faire fonctionner l'émulateur à cause de Wayland, mais ça c'est une autre histoire pour un autre jour. Mais une fois que l'émulateur est fixe, je connecte mon compte Google et je peux commencer à dev, à parler avec l'IA. Et c'est là que ça se corse, parce que petit contretemps, je dois quitter mon appart pendant quelques mois. C'est ok, j'ai un plan B. Je vais commencer le développement sur mon PC portable, ce qui veut dire que finalement, je vais débuter le développement sous Windows. Oh no! Anyway. Bon, je me suis embêté pour rien, pour faire fonctionner l'émulateur, tant pis. L'avantage, c'est que sur Windows, j'installe rapidement Android Studio et l'émulateur marche de base sans avoir à galérer dessus. Dans tous les cas, l'idée ne change pas. Je compte toujours utiliser les mêmes outils et donc peu importe l'OS qui est derrière, on s'en fout, ça va faire pareil. Parlons un peu des premiers prompts. Au départ, je pensais que l'IA m'aiderait, mais ne ferait pas tout à ma place. Que je lui demanderais certaines choses comme comment faire un deuxième screen dans l'application, ou bien comment utiliser une base de données locale plutôt qu'un fichier, des petites choses comme ça, qu'elle me répondrait avec des explications sur l'implémentation de la base de données sous Android, des techniques, etc., etc. Que nenni, je me fourvoyais. Je demandais à l'IA, elle proposait un code, et si j'autorisais ce code, elle modifiait et créait les fichiers toute seule. J'ai bien aussi essayé de lui demander de m'apprendre et de m'expliquer, mais même quand on lui demande explicitement d'apprendre, d'expliquer, bah, elle pond quand même tout le code. C'est pareil, au niveau des explications qu'elle donne après avoir fait des modifications, bah, ça explique pas grand chose en fait. C'est très en surface, c'est très rapide. Pour vous donner un exemple, elle utilise souvent les annotations, ce qui est très commun dans le développement. Mais jamais elle n'expliquera le concept des annotations si vous ne lui demandez pas directement. Ce qui fait que si vous ne connaissez pas, bah, vous apprenez pas. Alors au départ, je lisais les modifications que l'IA allait faire. Elle me montrait le code, je le lisais et j'acceptais suivant les cas. Mais en fait, au fur et à mesure que j'avançais dans le projet, je lisais de moins en moins. Parce qu'à chaque fois que je lisais, ça me paraissait bon et j'acceptais. Donc en fait, petit à petit, la phase de je lis pour vérifier commençait à s'effacer petit à petit. Je la laissais de plus en plus faire son truc sans vraiment me soucier de ce qu'elle faisait et de si elle le faisait bien ou pas. La seule chose, c'est qu'à la fin, j'avais ce que je lui avais demandé. Il y a juste un petit point, c'est que des fois, elle demande d'exécuter des commandes système. Et là, à ce moment-là, je vérifie tout ce qu'elle essaye de faire. D'ailleurs, petit aparté, mais pourquoi j'ai mis tant de faire des commandes Linux sous Windows?
Il sait que je suis sous Windows pourtant. Mais bon, bref. De temps en temps, je modifiais un peu le code à la mano. Je me suis retrouvé à devoir faire des recherches pour faire les modifications. Et du coup, plutôt que d'ouvrir un Firefox, je posais la question à l'IA. Mais du coup, c'était plus rapide de lui demander directement les modifications. Et aussi, le fait que j'intervenais sur du code qui avait été écrit par l'IA, il me fallait du temps pour le relire, pour le comprendre, pour trouver quoi modifier, et j'avais l'impression un peu de perdre du temps, parce que je me disais, mais en fait, l'IA va le faire plus rapidement, il suffit que je lui demande la chose. Du coup, il y a eu, comme ça, un cercle vicieux qui s'est installé. Vers la fin du projet, je suis retourné chez moi, donc j'ai repris le dev sur ma machine qui était sous Linux. Ce qui fait que j'ai perdu l'historique de Gemini, donc qui était sur l'ordi portable. Au départ, je pensais que ça allait peut-être poser un problème, parce que je me disais que la nouvelle IA, entre guillemets, elle allait faire de la merde comme elle ne connaissait pas le projet. Mais en fait, dès la première question d'ailleurs que j'ai repris comme si on n'avait jamais arrêté le développement, comme si c'était la même, et bien dès la première question, elle a scanné le projet, elle a compris le code, et puis elle a repris comme si de rien n'était. Alors, tant mieux pour moi, et finalement, c'est assez logique, vu que c'est du code généré par IA, le même modèle en plus, eh bien c'est facile pour le même modèle pour l'autre IA de reprendre et comprendre le code facilement. Et au final, tout s'est bien passé. À chaque fois qu'il y avait des erreurs, corrigeait les erreurs par elle-même. S'il y avait des problèmes de compilation, je lui disais il y a un problème de compilation et elle lançait des tests et des compilations pour réparer le problème. Et à la fin, j'avais l'application que je voulais. J'étais assez content du résultat. Tout ça pour dire que le vibe coding, c'est super top, c'est ça. Eh bien oui, mais non, pas tout à fait. Alors, c'est super top dans le sens où tu lui dis ce que tu veux et tu l'obtiens super vite, le tout à moindre coût. Donc il est vrai que les avantages sont non négligeables, mais il y a aussi des inconvénients. Déjà, la première chose dont je voudrais parler, c'est de la sécurité. Mon application, elle est 100% locale. Tout est stocké localement, il n'y a pas de compte, pas d'authentification, pas de données personnelles. Il n'y a pas trop de questions de sécurité sur cette application-là. Je dis pas trop parce qu'il y en a quand même. En fait, vous pouvez importer et exporter les recettes de cocktails. Donc théoriquement, peut-être que si le parseur n'est pas bon, il y a peut-être possibilité d'exploiter des vulnérabilités. En fait, l'application est assez basique et heureusement, parce que si j'avais fait quelque chose de plus compliqué, quelque chose qui aurait nécessité plus de sécurité, je n'aurais pas fait confiance à l'IA et je vous conseille grandement de ne pas vous appuyer à 100% sur une IA pour tout ce qui est sécurité, puisque... Ensuite, je ne vais pas aborder les points noirs des IA, les inconvénients des IA qui sont liés à la consommation d'eau, d'électricité au data center, de son impact sur les pénuries de matériel, etc. Tous ces sujets ont été abordés maintes et maintes fois. Je vous laisse vous renseigner dessus par vous-même. Moi, ce que je veux vraiment aborder, c'est d'un point de vue personnel, d'un point de vue individuel, lorsqu'on l'utilise. Le problème suivant que je voudrais aborder, après le problème de la sécurité, c'est le problème de l'apprentissage. L'outil, l'IA, est extraordinaire. Elle fait plein de choses super top, elle est vraiment puissante. Ça, je ne le remets pas en question. Mais je ne pense pas qu'elle soit au point de pouvoir remplacer les bons développeurs. Je pense que les bons développeurs ont encore leur place et l'IA est simplement un outil de plus dans leur boîte à outils. Je pense également que l'IA peut aider à apprendre à être un bon développeur, mais pas comme je l'ai utilisé. Si un nouveau développeur avait utilisé l'IA comme là je viens de l'utiliser, c'est pas bien, ça ne lui apprend rien. Parce que, a priori, là, je n'ai aucune idée du code qui a été généré. En vrai, j'arrive à le comprendre et à le modifier parce que j'ai déjà fait de l'Android par le passé et plus généralement j'ai fait pas mal de dev, donc j'arrive un peu à comprendre dans les grandes lignes et à faire des petites modifications. Mais pour un débutant, bien, il serait perdu. Il aurait aucune idée de ce que ça fait et de comment ça le fait, il aurait aucune idée de comment le débugger ou le modifier. Il serait complètement dépendant de l'IA et c'est l'IA qui ferait vraiment tout. Donc ce problème que j'ai avec l'IA n'est pas tant l'IA en elle-même, mais plutôt de comment on l'utilise. Là, dans mon cas présent, je pense que je ne l'ai pas bien utilisé. Un autre problème que j'ai avec l'IA et avec la manière dont je l'ai utilisé, c'est que, comme j'ai dit au début de la vidéo, je n'aime pas trop le développement, je trouve ça relativement chiant. Et bah, le vibe coding, c'est encore pire. Non mais sérieux quoi. En fait, je faisais littéralement rien. L'IA faisait tout. Moi, j'attendais juste, je la regardais travailler et je faisais rien. Donc, c'est encore plus chiant que le développement classique.
Et on arrive sur le plus gros problème pour moi. C'est beaucoup lié au fait que, selon moi, je l'ai mal utilisé. Ce plus gros problème que j'ai, c'est simplement le syndrome de l'imposteur. Je suis un imposteur. Comme je le disais, j'ai rien glandé. J'ai pas développé d'app. En vrai, je ne peux pas raisonnablement dire, je peux pas honnêtement dire que j'ai fait une app Android ou que c'est mon application. Au final, c'est l'application de Gemini. C'est Gemini qui a fait cette application. Moi, j'ai rien fait. Et c'est ça, mon problème, c'est que c'est hyper frustrant, je trouve. Finalement, l'intérêt du développement, c'est de créer quelque chose par soi-même. Et là, j'ai pas l'impression d'avoir créé quoi que ce soit. Mais en même temps, est-ce que c'est pas le principe de l'externalisation, le principe de la sous-traitance et de la délégation? Quand on ne sait pas faire, on demande à quelqu'un d'autre de le faire, ou alors on apprend à le faire. Dans ce cas-là, est-ce que c'est pas la même chose? Je suis pas dev et je n'ai pas envie de l'être. Alors je paye quelqu'un pour faire le dev pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, et puis vu que je suis dans les IA et que j'arrive pas à écrire la fin de cette vidéo, Gemini va le faire pour moi. C'est nul! Ouais, de toute évidence, les IA sont pas encore prêtes à nous remplacer partout.